En 1973, le Chili connaît le retour de l'autoritarisme. Comme dans d'autres pays de la région, le Chili voit augmenter l'audience du Parti communiste, notamment avec des grèves. Le président Videla réagit en l'interdisant, loi dite maudite de défense de la démocratie. Le pouvoir reste entre les mains d'une oligarchie. Un espoir naît en 1970. La victoire du socialiste Allende permet un renouvellement des élites. Il pose les bases d'une nouvelle société basée sur le socialisme et la démocratie et lance un programme de nationalisation. Si l'économie redémarre, la réforme agraire se fait au détriment des agriculteurs. Des grèves et manifestations se multiplient, encouragées par les États-Unis. Le 11 septembre 1973, le général Pinochet prend le pouvoir et met en place une dictature militaire. Le Congrès national est dissous. Comme les partis politiques et les syndicats, la Constitution est abolie. Les libertés publiques sont supprimées et l'état d'urgence est proclamé. Les ennemis sont désignés le concert marxiste, la répression est sanglante. Pinochet devient chef suprême de la nation en 1974, puis président. L'armée concentre désormais tous les pouvoirs. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 11 septembre 2020, donc 47 années après le putsch militaire de 1973. Putsch ou dictature qui connaît sa fin avec le référendum de 1988 qui débouche sur la victoire des partisans pour le départ de Pinochet et avec une transition démocratique avec l'élection d'un nouveau président et d'un nouveau congrès en 1990. Le Chili redevient donc une démocratie. Pinochet reste commandant en chef de l'armée jusqu'en 1998 et meurt en 2006 sans avoir été jugé pour les exactions de l'armée. Viol, torture, assassinat de plus de 3000 opposants, arrestation de 150 000 personnes, plus de 3000 disparitions et centaines de milliers d'exilés politiques. À nos jours, dans la société chilienne, tant les adultes qui ont connu ce référendum comme les jeunes qui ne l'ont pas connu mettent en cause cette démocratie qui a mis fin à la dictature du général Pinochet. Une partie importante de la population chilienne exprime cette mise en cause, notamment avec les manifestations sociales que l'on connaît ici depuis le 18 octobre 2019. Mais surtout, la colère sociale naît à partir de la Constitution qui définit actuellement les lois et les institutions au Chili. Constitution, elle a été écrite le 11 septembre 1980, donc sous la dictature. Elle a été approuvée sans que l'opposition politique puisse intervenir, sans liberté d'expression, sans campagne électorale, ni un vote électoral citoyen. Donc une partie importante de la population se demande alors comment peut-on être en démocratie avec une constitution qui a été écrite et approuvée sous la dictature. Mais attention, les manifestations sociales ont donné ses fruits. Le référendum, qui était prévu au début pour le mois d'avril 2020, mais qui en raison de la crise sanitaire de la pandémie est prévu maintenant pour le mois d'octobre 2020, demandera aux citoyens s'ils veulent ou pas un changement de constitution. Là, en ce moment, il est 10h du matin et je vais me déplacer pour rejoindre un cortège de manifestants qui feront une espèce de pèlerinage jusqu'au cimetière général afin de rendre hommage aux victimes de la dictature. Allende, Presente, ahora y siempre, ahora y siempre, hasta alcanzar justicia y verdad. siempre. Ahora, ahora. Resulta indispensable que la justicia juzgue y castigue a los culpables. Una democracia se puede levantar sin terminar primero con tanta impunidad. Ninguna democracia se puede levantar sin terminar primero con tanta impunidad. ¡Va a revivir la impunidad, cierto! ¡Va a revivir la impunidad del patrimonio, de la salud, de la educación! ¡Ahí no! ¡Represores jubilados! ¡Son los terroristas! ¡Los pacos fascistas! Vamos a quemar la Constitución, esta es tarea de todos, no solamente de una persona, de todos. Con el uso de la poesía. Todos vamos a quemar la Constitución. Todos vamos a quemar esta Constitución maldita. Mira, que tiene 199 leyes secretas que Chile aún no conoce. Acá estamos quemando
el espíritu también del tirano, del dictador y también de este régimen tiránico que tiene presos a nuestros compañeros de la revuelta, que crea montajes contra el pueblo mapuche, que militariza Gualmapu. Esto no es una campaña política, este es el derecho legítimo del pueblo a quemar, a demoler la constitución política. Al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede luchar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, la vida en la grande alameda, donde pase el hombre libre, y la contra, una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que el sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos la una decisión moral cambiará la economía, la cobardía y la traición. El cariño, el compromiso de vida, porque ese es el compromiso que tenemos, de vida, de fuerza, de alegría, que no podrán contra nosotros, queridas compañeras, porque cuando somos unidos, cuando somos organización, con este presente de octubre en adelante, nadie los para, queridos compañeros, así que muchas gracias y ríndale homenaje y aquí estamos. Una vida se lucha. En réalité, le plébiscite de 1988 était la fin de la dictature. Mais derrière le départ de Pinochet, il y a eu le pacte de maintenir le capitalisme comme système dominant. C'est justement ce qui a été fait. Il y a eu un changement de gouvernement, mais pas de groupe de pouvoir, puisque les mêmes groupes de pouvoir sont restés en place. Certes, nous sommes passés d'une dictature à une démocratie, mais le système capitaliste a continué jusqu'à aujourd'hui. Oui, tout cela était un pacte antérieur. Le plébiscite fut la conséquence et la fin du pacte qui avait été conçu auparavant. Donc nous savions déjà ce qui allait arriver. Alors, je ne peux pas vous dire que non, car il y a eu des commissions d'enquête, comme la commission Valex par exemple, des commissions qui rendaient visibles les crimes contre l'humanité, crimes qui étaient évidents pour tout le monde. C'est-à-dire, ce n'était pas une histoire de gauche, sinon quelque chose d'évident. Ce serait la seule contribution, puisque les coupables n'ont jamais été punis. Il y a un petit nombre de responsables qui sont dans la prison de luxe à Punta Peuco, mais la grande majorité ne le sont pas. Je dirais que 25% ont été punis et 75% sont restés impunis. Comme après la Seconde Guerre, lors du procès de Nuremberg, ils ont jugé 10% des nazis et le reste est resté impuni. C'est pareil. La consécration de la justice autant que possible. Tel était le pacte. Par conséquent, bien que les commissions soient importantes, elles ont plus à voir avec la mémoire historique que tout. Parce qu'en fait, ce pacte, ce fut la trahison. Il y a des preuves, mais aucune réparation. Le crime est prouvé, mais non réparé. C'est ce pacte qui doit être étudié, car, encore une fois, c'est là qu'ils nous ont trahis.
La démocratie est un régime sans restriction du respect des droits du peuple, dans lequel la participation et l'expression du peuple sont viables, possibles et défendues. Pour moi, d'abord, c'est un idéal. Je ne sais pas si cela s'applique vraiment. Je ne sais pas si ça existe vraiment. Je trouve qu'il y a beaucoup de caractéristiques de la démocratie et des nuances. S'il y a une démocratie qui me représente, je pense que c'est une démocratie directe, qui ne repose pas sur la représentation, mais où vous prenez vous-même des décisions pour vos affaires. C'est le concept de démocratie qui me convient le mieux. Mais j'insiste, c'est toujours un idéal car les relations humaines et politiques sont très complexes. Qu'elle n'existe pas, c'est-à-dire le fait qu'elle soit représentative, signifie déjà que certains petits groupes, évidemment plus éclairés et dotés d'un certain capital culturel ou d'un certain pouvoir, vont jeter leurs propres idées et propositions de démocratie. Jusqu'à présent, je ne vois pas qu'il y ait une capacité de représentation pour le peuple en général. Moi, la représentation indigène, par exemple, qui n'existe d'ailleurs pas du tout. En fin de compte, la démocratie est toujours restreinte et elle a ses limites, pourrait-on dire. Ses limites lorsqu'elle répudie l'organisation populaire ou ne voit pas dans l'organisation populaire une manière de faire de la politique, de faire de la démocratie. Il faut casser ce paradigme qui est encore suprémaciste parce qu'il reproduit déjà des modèles préétablis, c'est-à-dire qu'il faut connaître de politique, etc. Je pense que la légitimité qu'ils ont est super spécifique, une légitimité qui vient à partir des lois. Les lois servent d'appui et maintiennent les politiciens pour qu'ils fassent des choses. Mais au niveau social, par exemple, je pense qu'ils n'ont aucune légitimité. Parce que tout cela a déjà explosé dans le sens où nous cherchons un autre mode de gouvernement, une autre manière de gouverner. Et là, je crois qu'ils ont une quota de légitimité. À partir de cette fissure, nous pouvons construire de nouvelles façons de faire les choses. La démocratie est pour moi un système où les gens ont le droit d'exprimer leur opinion, et pas seulement à travers le vote, mais de donner leur avis quotidiennement sur chacun des thèmes qui nous concernent. La santé, l'éducation, l'alimentation, le logement, de tous les aspects de la vie. Je suis un professionnel de la santé et je crois que voter tous les 4 ans ou de temps en temps et ensuite rester à la maison ne nous aide pas. L'important est d'être démocratique chez nous, dans notre travail et aussi de faire comprendre aux autorités que nous ne sommes pas ici seulement pour recevoir et donner un vote, mais pour nous exprimer et les surveiller. Je pense que les manifestations approfondissent la démocratie, parce que la classe politique classique, habituelle, a l'impression de se présenter uniquement pour obtenir des votes. Mais quand elle voit des gens dans la rue, elle s'inquiète et a peur. Et il y a peut-être des avancées, mais elles ne sont pas l'essentiel de ce que nous souhaiterons. Elles n'ont été vues qu'avec la mobilisation sociale. Je suis une personne convaincue que s'il n'y a pas de mobilisation, il n'y aura pas de changement. Par conséquent, je suis ici indépendamment du fait que ma situation économique et professionnelle soit des plus tranquilles, parce que je ne peux pas penser uniquement pour ma personne. Je dois penser à toutes ces gens qui ne sont pas aussi calmes que moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants et pour la jeunesse. Pour nous, qui avons la soixantaine, ce fut un combat de toute notre vie, dès l'âge de 12 ans. Quand la rupture institutionnelle a eu lieu, il a fallu se battre pour cette démocratie, qui pour moi est un mode de vie où les peuples exercent leur souveraineté, où ils décident de leur qualité de vie, de leurs ressources naturelles.
C'est une manière de s'autogouverner et non de se voir exercer une répression sur les idées. La démocratie doit être un mode de vie au sein de laquelle nous participons. Nous avons aussi des devoirs. Chaque jour, nous déléguons moins à des représentants qui ne nous correspondent pas. Que l'association soit vraiment telle qu'elle était au début dans ce pays, basée sur des conseils d'assemblée. Ce sont vraiment les gens qui doivent prendre la parole et dire comment faire les choses. Le peuple chilien est un peuple intelligent. Dans une plus ou moins grande mesure, nous avons bien fait les choses. Premièrement, je pense que c'est inexact d'appeler cette contestation explosion sociale. Je crois que c'est un processus révolutionnaire qui date depuis très longtemps dans l'histoire du Chili et qu'aujourd'hui, grâce à la jeunesse et à leurs contradictions vitales, comme disait Salvador Allende, elle fait usage de sa souveraineté. Je crois vraiment qu'il est erroné d'appeler ce processus explosion sociale. Ensuite, je pense que oui, que ce processus a permis l'ouverture de blocages et que d'une manière ou d'une autre, nous avons la possibilité de désarmer ces structures qui ont bloqué la démocratie. Il y a une définition que nous apprenons tous dès le plus jeune âge qui correspond au gouvernement du peuple. C'est comme un rêve au Chili. Malheureusement et historiquement, nous avons été exposés à une sorte de substitut à la démocratie qui pourrait être formellement dit démocratique, une manière d'élire démocratiquement les autorités. En fait, nous le savons tous, c'est quelque chose qui correspond à une élite, celle qui peut accéder au pouvoir par les élections, par des politiques qui limitent la participation intégrale de la citoyenneté. Aujourd'hui, il y a des groupes qui ont le pouvoir et peuvent accéder aux élections. Bien sûr, c'est ce à quoi nous aspirons. Favoriser la démocratie sans demander la permission et sans attendre que les partis et les mafias nous autorisent à exercer notre souveraineté. Nous sommes en train de commencer à former nos assemblées populaires et territoriales et nos conseils pour dire ce que nous voulons et comment nous le voulons. Comment allons-nous faire notre nouvelle constitution ? Il s'agit d'un système gouvernemental dans lequel la plupart des gens participent directement par l'intermédiaire de leurs syndicats et de leurs organisations naturelles, telles que leurs conseils de quartier, les commandements communautaires, etc. En ce moment, avec le Parlement bourgeois, pas du tout. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'élire nos dirigeants qui feront la nouvelle constitution, qui ne doivent surtout pas être des politiciens qui sont en fonction aujourd'hui. Que todo lo que es la organización popular, las manifestaciones, profundizan la democracia en Chile y en qué medida? Bien sûr, dans la mesure où les organisations populaires sont plus fortes, beaucoup plus fortes, la démocratie est plus vraie et a plus de sens pour la vie commune du peuple.
C'est où le peuple a son mot à dire. Dans un pays où l'opinion est entendue, pour moi, c'est ça, la démocratie. Pour l'instant, au Chili, nous n'avons pas de démocratie parce que nous ne sommes pas écoutés. Il y a eu de nombreuses années où nous étions silencieux sur tous les abus quotidiens. Nous n'avions pas le choix parce que nous avions mal choisi les politiciens. Ils ne nous représentent pas du tout. Démocratie, c'est avoir des députés qui nous représentent et qui se battent pour leur peuple, non pas pour eux et leurs poches. C'est précisément ce qui a provoqué toute cette révolte. Je suis ici aujourd'hui pour célébrer, parce que je suis émue, que les jeunes nous ont donné un bon coup de pied, aux vieux, aux adultes endormis, pour nous réveiller. Les jeunes ont sauté dans ce tourniquet et c'était merveilleux. Il ne nous reste plus qu'à nous battre pour avoir une vraie démocratie et que la nouvelle constitution soit faite par nous, le peuple. Je viens d'un quartier très pauvre. J'ai grandi avec des parents analphabètes, mais ils m'ont enseigné ce qui était la dignité et c'est pourquoi je me bats. Je veux que mes petits-enfants aient ce que nous avons perdu il y a des années. Il faut avoir accès à la liberté, à l'éducation, à la santé, etc. Cela, c'est ce que j'appelle la démocratie. Et puis, avoir un salaire digne. Nous ne voulons pas qu'on nous offre quoi que ce soit. Les gens veulent gagner dignement leur vie, avoir des salaires décents. J'ai une retraite d'environ 150 € et je suis retraitée, mais je dois quand même travailler pour élever ma famille. Comme Nounou, du lundi au vendredi. En cumulant les deux, je perçois plus ou moins maximum 400 € par mois. Imagine, 400 €, c'est une misère. C'est ce que je dois payer de loyer. Alors, je viens ici pour créer et dire ce que je pense. Je suis vieille et fatiguée et je risque le gaz de la police, etc. La répression. Je le fais parce que je veux un changement pour mon pays. J'aime mon pays. J'y suis née, j'ai grandi, j'ai mes enfants et mes petits-enfants. C'est pourquoi je dois continuer à me battre, pour qu'il y ait un changement. Parce que nous en avons vraiment besoin. C'est urgent. No te reconozco,
Monsieur Antoine Faure. Bonjour. Je voudrais demander si vous pouvez vous présenter d'abord. Bien sûr, je m'appelle Antoine Faure, je suis aujourd'hui professeur assistant à l'école de journalisme de l'Université de Santiago, USACH, et j'exerce aussi la fonction de jefe de carrera, qui doit être directeur des études en français. J'ai un doctorat en sciences politiques de Sciences Po Grenoble qui porte sur l'époque de l'unité populaire et le journalisme à cette époque-là, ce qui peut expliquer en partie pourquoi, en étant un politiste, je me retrouve dans une école de journalisme aujourd'hui et à Santiago du Chili. Justement, vous avez travaillé dans ce domaine. Je vais partir par la question le retour à la démocratie en 1988, après le référendum. Ça a vraiment marqué la fin de la période dictatoriale ou pas? Non, clairement, pour moi, ça l'a pas noté, enfin, ça l'a pas marqué. Bon, d'abord, le retour à la démocratie, en fait, c'est pas vraiment 88. En 88, il y a le plébiscite, mais en fait, Pinochet va rester un peu plus d'un an au pouvoir, le temps de préparer une élection présidentielle à venir. Et on peut dire que cette élection, avec un suffrage libre, une concurrence entre les différents candidats, entre notamment les deux candidats, celui de la Concertación et celui du bloc de Pinochet. Bon, là, ça marque quand même une étape. Après, si on regarde le système politique, on se rend compte qu'il y a encore plein de barrières qui ont encore été mises en place par le régime autoritaire dans la Constitution. Par exemple, le fait que certains sénateurs soient nommés, par exemple certains quorums pour changer la Constitution, etc. Et puis, si on va au-delà du système politique, et notamment si on s'intéresse aux politiques publiques, à la régulation des relations sociales et au domaine économique en particulier, on se rend compte que il y a bien plus de continuité que de discontinuité en 90. Des continuités qui sont liées au paradigme néolibéral de gouvernement des populations, notamment par le marché comme principal acteur qui fait la médiation en fait entre les différents les demandes sociales, l'offre politique et plus généralement disons tous les services, la santé, l'éducation, etc., les retraites bien évidemment. Et puis cette logique qui a été assez rapidement mise en évidence par Thomas Mulliam, notamment à la fin des années 90 dans son livre Chili actuel, cette logique de citoyens consommateurs carte de crédit, on pourrait dire. Et moi, ce que je vois derrière, qui m'intéresse beaucoup, c'est la logique d'endettement en fait qui est à l'œuvre dans la société chilienne pour beaucoup de mécanismes en fait. Et par exemple, juste pour illustrer ça, les premières mesures qui ont été adoptées et mises en œuvre par le gouvernement Piñera suite à
l'estallido social, pour le dire d'une certaine façon, ou en tout cas au conflit politique qui s'est radicalisé à ce moment-là, elle passe quasiment toute par le marché, en fait. Elle passe quasiment toute par le secteur privé. C'est des prêts, mais qu'il faut rembourser. C'est pas des aides sociales, c'est pas des subventions, c'est pas c'est pas des fonds de l'État qui sont mis à disposition sous certains critères. Le principal critère, c'est, bon, effectivement, de rentrer dans les dispositifs, mais en plus de se compromettre à rendre cet argent, ces prêts, dans le futur. Donc là, on voit très bien comment ça fonctionne, au-delà même de l'individu qui est très endetté au Chili, et c'est un vrai problème. Il y a des familles qui s'endettent au bout de 15 jours avec le budget du mois. On voit des familles ou des personnes qui s'endettent aussi en faisant les courses d'une semaine sur l'autre. Donc tout ça est très compliqué, mais on voit aussi que cette médiation par le marché, par la dette, elle passe au niveau un peu plus structurel des politiques publiques. ¿Usted piensa que el único legado de la dictadura fue la Constitución? No fue el único legado, fue un legado, digamos, un legado importantísimo porque inscribió en mármol, para decirlo de una manera, toda una serie de principios, de lógicas, de regulación de las poblaciones y de los individuos, además de las leyes importantes que se publicaron a final de la dictadura, pienso en la ley sobre la educación, por ejemplo, pero más allá de esto, dejó instalado cierta mentalidad, un discurso antipolítico y técnico, una manera de regular las relaciones de nuevo entre los actores, entre los individuos, entre individuos y grupos y servicios públicos, etcétera, que es profundamente neoliberal en el sentido de que se regula por el mercado y por prestar servicios y consumirlos, más que hacer solidaridad y trabajo público. Entonces dejó muchísimos legados, y si bien hoy día se contestan de manera directa, tampoco se va a botar toda la basura, porque hay cosas que tienen más bien que ver con mentalidades, con costumbres, con manera de vivir, de actuar. No sé, a mí, por ejemplo, y ahí hablo como francés también, como la diferencia cultural me permite darme cuenta de ciertas cosas que encuentro bastante llamativas. ¿Cómo decir? Ese anhelo, esa necesidad de consumir de parte de los individuos, que supera todo, digamos, hasta endeudarse para tener una televisión más grande. Por ejemplo, eso me llama mucho la atención. Ese famoso dispositivo supuestamente de solidaridad, la Teletón. La Teletón, bueno, surge más o menos al inicio de la dictadura o a finales de la UP y se desarrolla, pero funciona según la misma lógica. O sea, no es que haya una ayuda, una solidaridad entre la gente, sino que se solicita ayuda y solidaridad de parte de la población, cuando uno podría decir, ¿y por qué el Estado no se hace cargo? Pero más allá de eso, las empresas que hacen DON lo hacen bajo ciertos criterios y ciertas lógicas de consumo. Por ejemplo, recuerdo que no sé si fue en 2009, 2010 o quizás fueron los 2 años, una empresa como Hyundai llegaba a la Teletón y decía ya, Hyundai va a dar tantos millones de pesos si compren tantos autos. Entonces al final se volvió un dispositivo de venta y de consumo. Y eso, por ejemplo, es muy llamativo para uno que no está acostumbrado a eso. Y cuando uno lo habla acá, sí, los amigos, los compañeros, los cercanos y otros, de repente como realizan, sí, ¿verdad? Pero no necesariamente se han dado cuenta. Y eso me hace pensar que la dictadura dejó mucho más que una constitución política como legado. Par démocratie, qu'est-ce que vous entendez enfin? Qu'est-ce que c'est pour vous la démocratie? Qu'est-ce que c'est pour moi la démocratie? Voilà une bonne question. Je ne sais pas combien de temps vous allez me laisser, mais il faudrait que j'arrive à mieux articuler ça. Au-delà de ce que l'on en sait, c'est-à-dire au-delà des grands slogans, la démocratie par, pour le peuple, du peuple, par le peuple, pour le peuple, ou la démocratie, le pire des régimes à l'exception de tous les autres. Pour moi, la démocratie, je vais faire une réponse normative en fait. Qu'est-ce que ça devrait être? Pour moi, la démocratie, ça devrait être d'abord partir des territoires, partir d'en bas, partir des collectifs, partir des groupes. Ça doit être un régime politique dans lequel la participation, la délibération, la discussion assume le conflit politique sans que ce soit un problème et cherche à le réguler.
pour moi, ce devrait être aussi, à partir de là, un régime qui évite la division sociale, on va dire, la division sociale entre différents groupes, entre différents travaux, entre différentes élites, disons, qui est un principe très très profondément occidental. Hein, la division sociale et politique, en fait, on hérite ça de la Grèce antique, et un des premiers à l'avoir théorisé, c'est Héraclite. Et puis la démocratie, pour moi, ça devrait être comment dire, un régime qui assume son instabilité. C'est-à-dire que je pense qu'une démocratie ne peut pas être stable, ou alors dans ce cas-là, on en vient à des démocraties représentatives et qui souffrent de beaucoup de biais. Hein. C'est pas qu'elles se soient mauvaises foncièrement parlant, ou essentiellement, mais elles ont beaucoup de biais, tant dans la représentation que dans la reproduction des élites, voire dans la stabilisation d'un système et donc du coup de ces inégalités. Voilà, je pense que la démocratie devrait se repenser en permanence en fait, et assumer que ce qui a été obtenu à un moment donné doit être révisé très régulièrement, soit pour donner continuité, soit pour ajuster, soit pour comment dire, prendre en charge de nouveaux défis, parce que il me semble qu'autour de nous, tout le monde, tout ça, enfin, le monde social, le monde politique, le monde économique, mais aussi le monde technologique, le monde culturel, les échanges, ça va très vite, toute la thématique de l'écologie aussi, et du coup, ça change, et il me semble difficile de mettre en place un régime pour 100 ans, par exemple. Enfin, je pense qu'il faut arriver à l'actualiser, mais pas forcément depuis sa constitution, dans ses modalités d'action, disons, dans ses modalités de régulation. Alors après, j'ai tout à fait confiance que ce que je viens de dire, c'est assez utopique, et que beaucoup de gens ne partagent pas cette idée-là, mais voilà ce que ça devrait être la démocratie pour moi. La démocratie s'est approfondie avec les manifestations sociales depuis le 18 octobre 2019, vous pensez? Si oui, en quel sens? Alors, la démocratie comme régime constitutionnel au Chili ne s'est pas forcément approfondie, parce qu'en fait, les canaux d'expression, c'est-à-dire le vote, c'est-à-dire la manifestation, c'est-à-dire le lobby, la pression, n'ont pas changé. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de la démocratie comme agir, on pourrait dire, c'est-à-dire le fait d'essayer de faire démocratie, de faire l'expérience de l'égalité, de faire l'expérience du politique, ça a beaucoup évolué, à mon avis, depuis le 18 octobre. Il y a beaucoup de collectifs qui se sont activés ou réactivés, ou qui ont gagné en visibilité, et donc du coup qui ont réussi à amasser un peu plus de personnes, disons, pour participer. Il y a toutes les expériences des cabildos, qui en plus se sont transversalisés sur beaucoup de secteurs différents, ne sont pas restés dans les secteurs dans lesquels on avait l'habitude de les voir, disons, ces instances de participation, voire de délibération, qui en plus ont permis une rupture qui est importante. Un des problèmes de la démocratie participative, c'est qu'on se rend compte que ce sont souvent les mêmes profils sociologiques qui prennent la parole, parce que ce sont des profils qui ont l'habitude de ça, qui en plus savent ordonner leur discours, qui ont des informations. Typiquement les universitaires, les intellectuels, les journalistes, voilà. Et du coup, on se rend compte que dans ces cabildos au Chili depuis un an, voilà, il y a plus de personnes qui viennent pas forcément qui n'ont pas forcément ces profils-là, qui ont pris la parole, qui ont gagné en assurance, en fait, en légitimité, qui peut-être aussi, ou en tout cas dans la perception qu'ils ont eux-mêmes de leur légitimité, et qui ont pris la parole. Et ça, je pense que c'est très important et c'est très fort. Je pense aussi que les territoires se sont affirmés. Quand je parle de territoire, je parle de barrios, de voisinage, de communes. Voilà, on voit émerger depuis plein de lieux communs, de formes de réappropriation de l'espace public, de réappropriation des lieux communs, d'articulation, de solidarité. Et ça s'exprimait même jusque pendant la pandémie, avec des mécanismes de solidarité au niveau des territoires qui sont très intéressants, parce qu'ils ont permis aussi d'identifier assez rapidement quelles étaient par exemple les personnes âgées isolées, comment leur venir en aide, je mélange l'espagnol et le français. Donc tout ça me fait penser que oui, il y a pas mal d'expressions. On pourrait aller aussi aux expressions un peu plus artistiques. Il y a pas mal de choses qui ont évolué. Il y a eu pas mal d'expériences, d'expérimentations. Il y a eu, mais bon, voilà, c'est
J'oublie jamais que c'est un rapport de force et que dans tout ça, il y a aussi des groupes, des instances, des organismes qui sont plus conservateurs et qui luttent contre ça aussi. Donc, du coup, ça ne veut pas dire que demain va naître une démocratie pure et parfaite au Chili. Déjà, ça n'existe pas, si je suis cohérent avec ce que j'ai dit avant. Et puis en plus, c'est une lutte, quoi. C'est une dispute, quoi. C'est compliqué. Está lleno esta weá. Buena, buena. Vamos a la comuna de El Bosque, una comuna popular del sur de la región metropolitana. Gran diferencia, 85,97 para la 14,73 para el rechazo, lo marcamos en azul. Probablemente en el sector oriente tenga el rechazo un peso mucho mayor que el promedio nacional. 37,76% es para el apruebo en Las Condes y un 62,24% para el rechazo, la comuna donde votó el presidente Sebastián Piñera. Claro que es un gran cambio con respecto a las demás comunas. Son las comunas del sector oriente. Vamos a ver qué pasa en Vitacura, precisamente, para ver cuál es la situación allí. También, claro está, el rechazo tiene amplia ventaja, 64,33% contra 35,67% del apruebo. El rechazo, entonces, ganando en Las Condes y en Vitacura. Sí, Vamos al norte, a la comuna de Pudahuel. Veamos qué es lo que está ocurriendo allí, cuál es la votación entonces en Pudahuel, una vecina de Maipú, también amplia ventaja para Pudahuel, 86,49% contra 13,51% para el rechazo. Vemos ahí a continuación, se despliega
alcance de 20 lo que tenía antes, el 77,77, el rechazo sube medio punto a 22,73%.